Dans cette vidéo, Mélissa Boulanger nous explique comment la technique MEBP aide les enfants à se réguler et à mieux bouger. Bonne écoute! À quel moment, parce que tu n'as pas toujours été massothérapeute, hein, tu t'es dit j'ai le goût de masser les enfants pour les aider à grandir? Oui, bonne question. En fait, moi, j'ai 2 enfants autistes. Okay. Je dis enfants, mais bon, j'en ai un qui va avoir 21, puis l'autre, il va avoir 18. Donc, maintenant, ils sont grands. Oui. Avec d'autres défis aussi, là. Donc, fait que pour mon plus jeune, en fait, on a consulté rapidement en ergothérapie. C'était un besoin important chez lui au niveau de la régulation. Donc, c'est assez drôle parce qu'en fait, ça a été ta clinique. On faisait la route depuis la Rive-Nord jusqu'à Greenfield Park. Greenfield Park, oui. Ouais, oui pour aller voir un ergothérapeute dans ton équipe. Donc, mon plus jeune, en fait, quand on arrivait dans le local de l'ergo, c'était difficile parce qu'il n'était pas disponible. Lui, là, de voir les super équipements, même s'il n'y avait pas beaucoup de stimulation, ça reste que il n'était pas disponible pour travailler, finalement, les choses qu'on voulait travailler avec, que l'ergo voulait travailler avec lui. Ça. Donc, on en a consulté quand même plusieurs autres ergothérapeutes. Puis, c'est toujours ça qui ressortait. Ce qui arrivait, c'est que le premier 20-30 minutes, mon plus jeune, n'était pas disponible. Donc, l'ergo, ce qu'elle faisait, c'est l'amener sur le matelas au sol, puis il faisait des pressions profondes. Puis moi, avec mon œil de maman, qui est pas du tout dans ce domaine-là, moi, j'ai une formation en infographie. OK. Tu sais, puis j'ai travaillé pour mon père en informatique. Fait que, tu sais, j'avais rien à voir avec le corps. Ah, zéro. J'avais cette vision-là, puis je me disais, ça ressemble à des massages. Tu sais, puis pourquoi, dans le fond, je trouverais pas quelqu'un qui peut faire des massages à Émile de ce style-là pour ensuite aller en ergothérapie puis pouvoir bénéficier, tu sais, du grand champ d'expertise des ergothérapeutes, dans le fond. Tu sais, fait que je trouvais que c'est pas qu'on gaspillait du temps, mais il y avait tellement de choses à travailler avec Émile en ergothérapie. Puis là, il nous restait comme tout le temps comme un 30 minutes, 35 minutes où il était plus disponible. Puis c'était grâce à ces pressions-là. C'est grâce à ce moment-là d'apaisement. Fait que là, ça a commencé à... Tu sais, j'ai toujours... tu sais, j'ai un TDAH, là. Je suis tout le temps comme en train de me poser plein de questions. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon enfant? Donc là, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, écoute, massothérapeute, ça se peut. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé pas loin de la clinique qui pourrait faire le massage puis après ça, aller en ergo, tu sais, pour comme... vraiment bénéficier de tout ça. Mais j'ai trouvé personne. J'en ai trouvé, mais personne n'était outillé là, pour répondre aux besoins de mon garçon. Tu sais, ça reste que l'autisme... C'est surprenant quand on y pense en rétrospective. Oui, personne n'était à l'aise. Tu sais, c'est trop des besoins. Les gens, en fait, tu sais, ça fait quand même 15 ans, 15-16 ans, puis les gens étaient moins sensibilisés dans ce temps-là. Mais au-delà... de la partie liée à l'autisme, juste pour les enfants, ça existe-tu, de la massothérapie pour enfants spécifiquement? Ça existe, mais c'est pas nécessairement spécifique. OK. T'sais, moi, j'ai fait un cours là, comme massothérapeute, j'ai fait un cours massage enfant-bébé, mais c'était un cours qui était principalement pour moi, comme masso, apprendre aux parents comment masser leur bébé. Ah! Fait que si tu veux faire du massage juste pour les enfants, tu peux le faire, mais ça reste que c'est sur table. Tu sais, il n'y a pas tant de choses adaptées. Fait qu'aussitôt que tu mentionnes autisme, tu sais, quand tu connais pas ça, les professionnels faisaient comme non, on oublie ça. Puis là, j'étais dans une période de remise en question un peu au niveau professionnel. Puis je me suis dit, OK, pourquoi moi je le ferais pas ça? J'ai eu cette idée-là, comme ça que j'ai remis dans ma tête. J'en ai parlé à mon conjoint, puis il m'a dit, pourquoi pas? OK, mais par où je commence? Tu sais, pour être massothérapeute, moi, le seul type de massage que j'ai reçu, c'est du suédois. La relaxation. Tu sais, sur table avec de l'huile. Mais tu sais, juste cette image-là, avec mon fils, c'était comme zéro, là. Il y a trop de défense sensorielle, ça marchait pas. Sur une table, je le voyais juste tomber de la table parce qu'il bouge beaucoup. Fait que je me suis quand même inscrite. J'ai fait une formation en suédois de 400 heures pour être massothérapeute de ce style-là. Mais dans ma lettre de motivation,
pour m'inscrire, je disais que je voulais être massothérapeute pour les enfants à besoins particuliers. Je savais pas trop par où commencer, fait que j'ai commencé par cette formation-là. Puis c'est dans cette formation-là qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé du massage shiatsu. Donc, ma collègue, elle me disait, Mélissa, c'est ce style de massage-là là, qui t'aiderait, dans le fond, à porter ce que tu veux aux enfants, tu sais, au sol, sur un matelas, sur les vêtements, pression profonde. Puis là, je revoyais l'ergot faire des genres de pression. Ben oui. Ça fait bingo, oui, c'est ça. C'est ça, exact. Donc là, j'ai enchaîné avec une formation en shiatsu, fait qu'un autre 400 quelques heures, tout en ayant des jeunes enfants autistes à la maison. Fait que ça a été une période assez exigeante, là, au niveau professionnel, personnel. Là, c'était dans les grosses années difficiles là, avec les enfants. Mais fait que tout ça, là, je dirais qu'en 2014, là, c'est là que j'ai finalement pu tout mettre ça ensemble avec plein de formations sur l'autisme là, que j'avais suivies aussi, puis des formations un peu au niveau du système sensoriel. Ça m'a toujours intéressée parce que je me reconnaissais aussi dans plein de choses. Donc, fait que c'est comme ça qu'est arrivé comme la technique MEBP, finalement, en 2014. Là. Mais j'ai hâte qu'on en reparle. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on fasse comme une petite aparté sur la partie autistique du traitement sensoriel, la motricité, la régulation. Donc, au fond, l'enfant a une façon différente d'être dans son corps qui va amener justement à des adaptations spécifiques que tu vas avoir créées, dans le fond, pour ta méthode. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce qui diffère selon la littérature puis ton expérience aussi dans le corps d'un enfant, une personne autiste? Bien, c'est sûr que, tu sais, dans le DSM-5, il y a l'aspect hypo-sensoriel. Fait que moi, quand j'enseigne la technique MEBP, le sensoriel, c'est une partie super importante parce que je leur dis, quand vous recevez un enfant autiste, bien, c'est sûr qu'il y a une composante d'hyper ou d'hypo, de recherche sensorielle là-dedans. Puis quand on le voit, le profil sensoriel quand l'enfant arrive, donc soit qui est hyper réactif, tout dépendant des sens aussi, on le sait. Donc là, on doit vraiment faire attention au niveau des pressions. Ça doit être des pressions vraiment profondes et directes. Il faut vraiment éviter les glissements, même entre les pressions parfois. Au niveau du schéma corporel aussi, on va entendre des parents dire « Ah, mais il est toujours en train de tomber, il fonce dans les murs, tout ça. » Fait que nous, avec les pressions profondes, on a un impact sur le système proprioceptif aussi. Donc, ça vient vraiment aider l'enfant. Puis, on a souvent des retours des parents comme ça qui sont super intéressants, là, de dire « Hey, c'est bien, j'ai l'impression que... » Tu sais, on dirait qu'il y a plus conscience de l'espace autour de lui. Fait que ça, c'est comme « Wow, OK, génial. » Fait que tu sais, chez un enfant autiste, c'est même pas on se pose pas nécessairement la question de est-ce qu'il y a un enjeu au niveau sensoriel. On sait qu'il y a quelque chose. Moi, je pense que les études, ça varie un peu, là, mais c'est entre 80 et 90 qui est documenté qu'il va avoir un petit quelque chose c'est clair. sur le plan sensoriel. Oui, puis tu sais, nous, il faut faire attention. Tu sais, on utilise des outils sensoriels aussi, que ce soit, tu sais, des balles de massage, que ce soit peu importe les outils, mais il faut choisir en lien avec les besoins de l'enfant aussi, qu'on peut pas proposer n'importe quoi parce qu'on peut créer une réaction, tu sais, une défense sensorielle ou une désorganisation, bon, peu importe, là. Donc, fait que, tu sais, c'est vraiment un enjeu majeur, là. C'est les deux gros sujets là, de la formation théorique de la technique MEBP, l'autisme et les troubles sensoriels aussi. Mais je me souviens, petit souvenir, c'est longtemps, parce que quand tu as commencé, tu m'avais invité à une de tes formations pour venir parler un petit peu de ces sujets-là. Oui, puis effectivement, je trouve que c'est tellement justifié, puis ça témoigne combien tu comprends bien les besoins de t'assurer d'aborder ces sujets-là avec les massothérapeutes qui vont suivre la formation, parce que si on n'est pas dans ce domaine-là, on n'a pas nécessairement une intuition qu'une personne peut traiter l'information, entre autres, tactile,
différemment. Puis en voulant apaiser, en voulant faire du bien à l'enfant, on peut le stresser davantage. Oui, exactement. Puis tu sais, moi, j'enseigne à des massothérapeutes, mais il y en a là-dedans qui sont éducatrices spécialisées. J'ai enseigné à des psychoéducatrices aussi, à des infirmières, à des gens de la santé aussi qui sont devenus massos après. Puis, c'est toujours le même discours après. C'est incroyable comment j'ai appris dans ta formation des choses que j'avais jamais vues ou à peine effleurées, là. Tu sais, une éducatrice spécialisée qui me dit que le volet sur l'autisme dans ma formation, ça y a appris tellement de choses qu'elle avait jamais vues ou appris dans ses cours. Tu sais, puis le volet sensoriel, ça parle à tout le monde. Ça change complètement leur façon de voir les enfants à besoins particuliers aussi, surtout les enfants autistes ou qui sont diagnostiqués avec un trouble sensoriel aussi. Fait que, tu sais, puis c'est de démêler tout ça. C'est pas facile comme masso, parce que là, par exemple, disons qu'on a un enfant, on reçoit un enfant qui est hypersensible au niveau tactile, mais qui est hyposensible au niveau proprioceptif. Comment qu'on gère ça? Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut, comme, je les aiguille avec ça, puis, tu sais, voir quel genre d'outils on peut utiliser ou comme quel genre de toucher qui peut les apaiser sans les faire réagir fortement au niveau tactile, par exemple. Donc, c'est vraiment une science, là, d'oser chacune des sensations, comment les combiner, quelle intensité, quelle durée, tout ça dans un contexte où il faut rester connecté, communiquer avec le jeune qui peut avoir lui-même des enjeux pour nous expliquer ce qu'il a besoin, ce qu'il apprécie. Oui. Tu sais, on a un gros travail en amont qui est fait avec le parent aussi. Tu sais, on a des formulaires santé, on a un genre de petit... profil sensoriel, mais tu sais, c'est pas un vrai profil comme les ergots, là, mais tu sais, au moins juste pour essayer de nous préparer, tu sais, nous-mêmes, juste pour savoir à peu près les préférences de l'enfant au niveau sensoriel, mais je dis toujours au masso, ça, c'est la perception du parent du ressenti de son enfant. Fait que l'intermédiaire du parent, tu sais, même si moi, je connais super bien mon enfant, c'est quand même ma perception de son ressenti. Fait qu'il faut quand même tester des choses un peu. Tu sais, il faut pas comme juste se fier. Si t'écris, par exemple, mon enfant n'aime pas être touché de façon légère, ben oui, peut-être que c'est le cas parce que le parent voit ça, mais nous, notre toucher, c'est un toucher qui est planifié. C'est un toucher qui est structuré, qui est organisé. L'enfant sait quelle partie du corps je vais masser et comment. Puis ça, souvent, ça change tout. C'est important ce que tu viens de mentionner, je pense, parce que justement, les personnes qui n'ont pas de troubles sensoriels eux-mêmes vont interpréter les particularités des autres à partir de leur œil ou de leur propre sentier. Donc, moi, cette sensation-là me désorganise pas. Donc, mon enfant réagit plus ou réagit moins, mais en fait, l'enfant n'a pas accès à la même perception. Donc, c'est pas du égal à égal avec une réaction différente. C'est que ce qu'il perçoit est autre. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas nécessairement... C'est pas ses sens qui fonctionnent pas comme il faut. C'est le traitement de l'information puis la réaction après qui est peut-être pas ce qui est attendu. Mais, tu sais, déjà, juste de le faire comprendre aux parents aussi, c'est intéressant. Moi, j'aime ça faire des petits retours sur ça. C'est juste, vous mentionnez, vous m'avez dit dans le profil, je veux pas le prendre en défaut, mais je veux comme juste... l'outiller à comprendre parfois certains comportements que le parent peut voir comme trop exagérés, par exemple, à une situation. Puis juste de prendre conscience, peut-être que la lumière, le son... Mais en fait, la réaction, elle n'est pas exagérée, elle est normale en fonction de ce qu'il a perçu. Donc, si n'importe qui perçoit une lumière de cette intensité-là ou un bruit de cette intensité-là, c'est normal de surréagir. Donc, il faut prendre ça en considération quand on intervient. Ben oui, c'est quand l'enfant nous arrive en masso, on ne sait pas, nous, ce qu'il y a eu nécessairement avant. Tu sais, il est peut-être déjà rendu à la limite de la surcharge sensorielle. Il y a eu, je sais pas, dans l'auto, il s'est chicané avec son petit frère, sa petite sœur. Bon, à l'école, ça a été difficile. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on fait, il y a un enfant qui nous arrive qui est complètement comme proche de la surcharge? Ou au contraire, j'en ai des enfants qui ont un profil plus hypo. Là, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui est comme ça? Le but, c'est si on y fait un massage, puis il est vraiment hypo-réactif puis apathique,
bien là, si je fais un massage, il va s'endormir puis il va être complètement indisponible. OK, ouais. C'est pas ça. Fait que là, mes manœuvres doivent être plus dynamiques. Je peux faire des percussions, je peux faire des mobilisations un peu plus rapides, je peux utiliser des outils sensoriels un peu plus stimulants au niveau tactile pour le ramener un peu disponible, parce qu'un enfant qui est apathique, c'est pas nécessairement mieux qu'un enfant qui est hyper... Fait que l'objectif, c'est, le terme qu'on utilise en ergothérapie, c'est moduler, l'amener dans... normaliser finalement son éveil, son système sensoriel pour qu'il puisse... approcher le monde, l'environnement, ou même utiliser son corps de la manière la plus optimale pour lui en fonction de son développement. Oui, exactement. Bon, parle-nous un peu plus justement des techniques que tu mets en place. Justement, tu me parlais de structure et de c'est planifié pour l'enfant. Donc, comment tu t'es adapté dans ta technique pour mettre l'enfant à l'aise dans un premier temps, puis que ça soit d'autant plus efficace ce que tu vas lui proposer? C'est sûr qu'il y a toujours une rencontre avec le parent seul avant. OK. Fait qu'il y a une rencontre, là, vraiment séparée de la rencontre avec l'enfant. Ouais. Fait que cette rencontre-là avec le parent ou les parents nous servent sous forme de, tu sais, juste d'échange à compléter les formulaires. OK. Puis, à peu près comme 30 minutes pour compléter les formulaires. Puis le reste du temps, donc le dernier 30 minutes, on fait le massage aux parents. Ah! Et là, ça, c'est intéressant. Le parent, et là, moi, je fais exactement ce que je vais faire à l'enfant. Donc, la présentation du début, je vais masser ça. Pareil, pour que le parent, il comprenne c'est quoi, puis qu'il soit plus à même après de le présenter à son enfant pour le rassurer, par exemple, puis de vivre aussi des bienfaits, même si c'est juste 30 minutes. Les parents, c'est souvent un coup de cœur, puis ils en redemandent après pour eux-mêmes. deux clients pour un. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment super intéressant cette heure-là avec le parent. Mais oui, ça fait complètement du sens, parce que comment le parent peut amener l'enfant à vouloir aller voir une nouvelle madame ou monsieur une première fois en lui expliquant, ben il va te masser, mais là, c'est quoi un massage? Ben t'es couché, puis on te touche, mais là, l'enfant... c'est les expériences qu'il y a eu peut-être avec des étrangers par rapport à ça. Tu sais, je pense juste à un médecin, quand ils ont des examens médicaux, il y a des touchés quelconques et tout ça, puis il faut que c'est rapide, c'est pas planifié, ça peut être stressant pour l'enfant. Donc, il faut d'abord que l'enfant ait le goût de venir au rendez-vous, puis le parent pour être bien outillé pour l'expliquer. Oui, exactement. L'avoir vécu, ça fait tellement de sens. T'sais, même si on a déjà en amont envoyé le site web aux parents pour qu'ils montrent à son enfant c'est quoi, parce qu'il y a des photos sur le site web, de moi qui masse un de mes garçons. Fait que déjà, l'enfant peut se préparer, mais ça reste qu'il n'y a rien de mieux que de l'avoir vécu comme parent pour voir à quel point c'est adapté à l'enfant. Fait que là, une fois que ça, c'est fait, bien là, dans un autre rendez-vous, on accueille l'enfant avec son parent toujours, ou son accompagnateur, peu importe. Ouais. Et là, déjà, il y a une petite introduction, on s'assoit ensemble sur le futon, on ne touche jamais à l'enfant avant que ça soit planifié dans les routines. Fait que, tu sais, moi, je demande, suis-moi, on va s'installer sur le futon. Puis là, je lui présente mon tableau. Donc, il y a toujours un tableau en ordre, avec des pictogrammes, les étapes. OK. Puis après, pour chaque étape, il y a une fiche, une routine visuelle. Donc, il sait que pour le dos, il y a 4 étapes. Puis, tu sais, vraiment, il n'y aura pas de surprise, là, jamais de surprise. Donc, ça, c'est super important aussi. Puis, au fur et à mesure que le massage se déroule, bien, l'enfant peut lui-même baisser la flèche s'il veut, ou c'est moi qui la baisse, peu importe. Mm-hmm. Après, on change la fiche, puis on continue. Il y a toujours un repère de temps, donc on utilise le time timer, évidemment. Mm-hmm. Donc, il y a ça. Et en plus, on a accès à certains outils sensoriels. Si jamais on voit qu'il y a des besoins qui surgissent pendant le massage, un enfant qui se met à, je sais pas, à manipuler tout, puis vraiment que ça le désorganise, parce qu'un enfant peut bouger. Ça va. Okay. Là, parfois, il faut comme juste faire des retours avec le parent. Parce que ça, c'est des choses qu'on lui dit dans sa rencontre initiale avant. L'enfant peut bouger, l'enfant peut parler. Tu sais, moi, je veux pas avoir un parent qui dit « Là, détends-toi, ferme tes yeux. » Non. Moi, je vais gérer ce qu'il y a sur le futon. Vous, prenez du temps pour vous. Ça va bien aller. OK? Donc, c'est ça aussi. C'est son moment à lui. C'est ça, exactement. Puis c'est pas le temps que le parent me parle des problèmes qu'il y a avec son enfant. Tu sais, ça, il faut vraiment cadrer ça dès le début que ça se passe. Donc, fait que pendant le massage, bien, c'est vraiment, si l'enfant bouge, ça va. S'il bouge et que ça commence à lui-même le stimuler puis le désorganiser,
Là, c'est là qu'on peut venir proposer soit un outil, un animal lesté ou une petite couverture lestée, bon, peu importe, là, ou un outil de manipulation, par exemple. Fait que c'est comme ça, au fur et à mesure que ça se passe, puis c'est des pressions profondes, idéalement. C'est sûr, ça va dépendre, on va s'ajuster, là, avec la préférence de l'enfant. OK. Je pense que c'est un bon moment pour mentionner que il y a une vidéo qui accompagne cet épisode du podcast où on va pouvoir voir les outils que Mélissa décrit en action. Une petite mise en scène, dans le fond, pour une image vaut 1000 mots, une vidéo vaut 1000 mots. Alors, rendez-vous dans les notes sous l'épisode là, pour aller voir ça. Mais sinon, les impacts sur le moteur, OK? Ou les impacts sur la régulation vont se répercuter probablement sur le moteur. Comment tu vois ça, toi? Parce que là, on est sur Bouger pour grandir et l'idée, au-delà de tous les bénéfices là, que les massages pour enfants à besoins particuliers peuvent offrir à l'enfant, comment les séances de MEBP peuvent préparer l'enfant à mieux bouger pour son développement, pour son fonctionnement? Est-ce que tu peux comme nous les nommer en rafale un peu les bénéfices potentiels sur la motricité, puis ensuite on pourra y revenir un par un pour mieux les comprendre? Ben oui, certainement. Donc, c'est sûr que au niveau de la conscience corporelle, le schéma corporel, ça peut vraiment aider. Ensuite, au niveau de la régulation, être plus disponible dans le niveau d'éveil, là. Donc être vraiment plus disponible à ce qui s'en vient après ou peu importe. Là. Donc, il y aurait ça. Puis, au niveau de donner un peu plus de mouvement, puis aussi assouplir, évidemment, la musculature là, quand c'est hyper tendu. Oui, fait que tout l'aspect musculo-squelettique. On pourrait peut-être commencer par ça. Donc, tu es en train de nous parler comme de tonus, comme comment les articulations bouge quand tu parles de ça? Oui, exactement. Bien, tu sais, si on est avec un jeune qui a une hyperlaxité ligamentaire. Ça, c'est comme quand les articulations vont trop loin, là, trop souples. Oui, exactement. Okay. Donc, quand un jeune se couche sur notre futon, puis que ses chevilles reposent vraiment dans un angle que, OK, là, je pense qu'il y a un petit peu d'hyperlaxité. Donc, ça, il faut quand même faire attention comme masso. Okay. Quand on vient le temps de masser la jambe, par exemple, il faut vraiment placer le pied en rotation interne parce qu'on ne veut pas accentuer l'hyperlaxité dans ses ligaments aussi. Donc, fait que ça, il faut vraiment faire attention. C'est pas nécessairement parce qu'un jeune est hyperlaxe, par exemple, au niveau des chevilles, que ses muscles ne peuvent pas être tendus aussi. Fait qu'il faut quand même être vigilant à ce niveau-là. Ou ses tendons? Ou ses tendons aussi. Oui, exactement. Là. Donc, fait que, ça aussi, on peut venir agir à ce niveau-là, au niveau des articulations. On donne un peu plus de mobilité, puis donne un peu plus d'informations proprioceptives, par exemple. Mais tu me parlais tantôt du tendon d'Achille. Oui. Des fois, c'est ça, très tendu. Oui. Exactement. Donc, par exemple, un enfant qui marche beaucoup sur la pointe des pieds, bien, c'est sûr que là, il va avoir un enjeu là, au niveau des tensions musculaires des gastronémiens, là, des muscles des mollets, par exemple. Comme moi, j'ai une cliente qui a un tendon d'Achille plus court. Donc, là, elle porte des orthèses, mais des orthèses hyper rigides, elle les porte presque 24 heures sur 24, même la nuit. Donc, quand vient le temps du massage, mais ça, ça fait tellement du bien. Je prends vraiment le temps de passer beaucoup de temps sur ses jambes, le bas de ses jambes. Puis, avec l'orthopédiste qui travaille avec elle aussi, il me donne des petites choses à faire particulières là, pour essayer d'assouplir un peu. Tu collabores avec les professionnels de l'enfant. Oui, on aime beaucoup collaborer aussi là, avec certains professionnels. Là, c'est sûr, ça va de soi, là. Fait que dans le fond, quand l'enfant a de l'hypertonie, ses muscles bougent moins facilement, donc ça les assouplit. Ça, c'est un peu comme le massage typique, hein, quand on est stressé, on est tendu, puis on va voir un massothérapeute pour se faire relaxer un petit peu les muscles. Puis quand l'enfant est hypotonique, donc il y a moins de tonus, bien, à ce moment-là, explique-nous comment ça peut aider sur le plan moteur de masser. C'est sûr qu'on peut commencer, on peut faire aussi là, dans nos manœuvres spécifiques des percussions. Donc ça, souvent, ça peut aider vraiment à comme venir... réveiller comme les muscles aussi. On fait des ébranlements, fait qu'on peut les faire vraiment un petit peu plus de façon vigoureuse aussi pour aider. On fait aussi des étirements
Okay. Donc ça, c'est super intéressant de travailler les étirements avec les enfants, aussi pour la conscience corporelle. Parce que on peut pas faire ça avec un nouveau client qu'on connaît depuis pas longtemps. Ouais. Il faut attendre quelques massages, il doit avoir une relation de confiance qui s'installe, puis on doit s'assurer que l'enfant peut communiquer avec nous comme il faut, là, ses limites. Parce que ça, c'est quand on fait un étirement, par exemple l'étirement du bras, ben l'enfant, il doit nous communiquer quand ça commence à être inconfortable. Donc ça, c'est une zone qui peut être intéressante à travailler avec un enfant qui ressent pas super bien son corps aussi. Fait qu'on y va graduellement, lentement. Fait que ça peut être une façon aussi de venir faire des étirements au niveau, tu sais, vraiment purement par rapport à des douleurs ou des tensions musculaires, mais aussi pour travailler la conscience corporelle. Oui, parce que le muscle envoie de la proprioception, qui est l'information qui aide à se situer dans l'espace, et avec d'autres sens, comme le vestibulaire, le tactile. Fait que les pressions profondes sur le muscle, ça donne de l'info, mais aussi l'étirement ou la contraction du muscle quand on l'utilise. Mais là, c'est pas le cas en massage, mais quand on l'utilise de manière active, le muscle aussi. Donc, on va chercher de l'information pour savoir où est mon muscle dans l'espace, qui est tout à fait le point de départ pour planifier un mouvement. Oui, exactement. Donc, chez les enfants qui ont une dyspraxie, par exemple, ça peut être très intéressant là, de travailler avec les pressions profondes. On les fait de toute façon, mais parfois, il y a certains enfants qui les toléreront pas tout de suite, les pressions profondes. Mais une pression profonde, ça n'a pas besoin d'être fort pour être profond. Il faut juste rester dans la pression, comme pour que ça... Moi, j'ai l'impression que ça descend comme dans le muscle. Là. Donc, fait que ça peut être intéressant aussi pour ces jeunes-là. Oui, puis je pense que ça doit varier d'un jeune à l'autre. Et c'est tout est dans la communication avec le jeune, de qu'est-ce qui te fait du bien, plus fort ou moins fort. Oui, puis ça, au début, ben c'est sûr, c'est un enjeu qui est plus grand avec un jeune qui est non-verbal, par exemple. On a des pictogrammes qu'on peut utiliser aussi. Il peut taper sur le futon. On peut établir une autre sorte de communication que juste verbale. Mais il y a des jeunes aussi qui sont très anxieux, puis parfois, ils ont de la difficulté à nommer leurs limites ou nommer la façon que, tu sais, si la pression est un peu trop forte, ils le diront peut-être pas. Donc là, ça aussi, c'est intéressant de venir le travailler avec le jeune. Fait qu'on fait toujours une démonstration. Tu sais, dis-moi, est-ce que ça te convient? Fait que je le fais, la pression. Est-ce que tu aimes mieux un petit peu moins ou un petit peu plus fort? Donc, tu sais, je donne des infos, mais pour certains jeunes, ça, c'est pas encore accessible de le nommer. Fait que c'est intéressant de le travailler, puis c'est pour ça qu'on fait un plan de travail. Donc, nous, c'est important, on fait compléter les formulaires aux parents, on rencontre l'enfant, puis selon ce qu'on a observé aussi pendant le massage, bien, on se structure un plan de travail qui est pour nous. Donc, moi, selon ce qui est ressorti, selon les motivations du parent, selon ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'aimerais travailler, qu'est-ce que je veux travailler avec ce jeune-là. Puis, on se laisse énormément de traces. Puis, ce plan de travail-là, mais on le révise après 5-6 massages, juste pour voir un peu s'il y a eu des impacts. Là. Mais travailler avec les pictogrammes, c'est vrai que ça peut aider avec le schéma corporel. Parce que, tu sais, parfois, l'enfant, ces parties du corps ne sont pas encore toutes... sensoriellement connectées entre elles. Donc, quand l'enfant regarde en même temps qu'il est touché, puis tout ça, il fait des liens entre comme le visuel ou sa représentation de son corps, ce qui est c'est tellement important. Les routines visuelles, c'est tellement important. Là. Il y a des enfants qui les veulent dans leurs mains, qui les regardent au fur et à mesure. Puis souvent, les routines vont nous servir aussi à ramener l'enfant dans le moment présent. Parce que parfois, il est parti dans des monologues par rapport à ses intérêts ou parfois, il peut se désorganiser parce qu'il soit ce qu'il reçoit comme stimulation, il est emballé ou il est tellement heureux d'être là ou il est tellement heureux de nous revoir. Fait que là, il peut un peu ressortir dans certains comportements un petit peu de fébrile. Donc, on le ramène avec la routine. OK, s'il sait lire, par exemple, est-ce que tu peux me lire le numéro 1? Parfait, dis-moi où on est rendu dans la routine. Donc, fait que ça aussi, ça peut aider, mais c'est tellement apprécié. Puis même si on a l'impression que l'enfant ne les regarde pas, ben il les regarde quand même, même avec les plus vieux adolescents.
Parce que parfois, ils me disent « Ah, mais là, ça fait bébé, là, les pictogrammes. » Là, moi, je leur dis « Ben oui, mais c'est pour moi, là. Tu sais, moi, je les laisse là, mais t'es pas obligé de les regarder, là. C'est pas grave. » Quand même. Ben oui, c'est sûr qu'ils regardent. Mais les pictogrammes, est-ce qu'ils doivent avoir un style particulier? Je pose la question pour peut-être les personnes qui n'iront pas regarder la vidéo parce qu'on va les voir. Est-ce que c'est en couleur? Est-ce que on voit juste la partie du corps? Ou est-ce qu'on... Oui, ils sont en noir et blanc. Ouais. C'est Idéo Picto qui a comme créé un kit pour les massos de la technique MEBP. Fait qu'il y a vraiment un kit de pictogrammes magnétiques qui est le même pour tous les massos, peu importe en Europe ou ici, là. Donc, tout le monde a le même kit de picto. Fait que ça, c'est important. Et les routines visuelles, c'est les mêmes pour tout le monde aussi. Et c'est les mêmes pictogrammes qui sont réutilisés dans la routine visuelle. Donc, c'est les mêmes images. Fait que c'est vraiment très simple, là, juste des lignes en noir. Ils sont genrés, là, pour l'instant, là, donc garçon ou fille. Mais fait que c'est souvent... moi-même, souvent, je vais laisser garçon, là, parce que on voit pas vraiment la différence. Mais fait que c'est important, là. Au début, j'utilisais les pictogrammes en couleur. Puis rapidement, il y a certains de mes clients qui portaient attention trop aux couleurs. Donc là, attends, on va peut-être juste revoir ça. Alors, est-ce qu'on voit le corps au complet, puis il y a une flèche sur la partie du corps, ou on voit juste la partie du corps? On voit, par exemple, disons pour le dos, on voit le haut du corps et le dos est comme en ligne un peu plus épaisse, là, si on veut. Donc, il y a vraiment, c'est ciblé directement là. Puis quand c'est des parties plus précises, il va y avoir une petite flèche. Par exemple, pour la main ou pour le bras, là. Donc, pour être sûr. Fait qu'on voit pas que la partie, on voit vraiment le schéma presque au complet, là. Je trouvais ça intéressant au début, quand tu parlais que quand ton garçon était en ergo, puis que tu y allais pour des objectifs fonctionnels. Puis c'est sûr que ça fait partie du travail de l'ergothérapeute de mettre en place toutes sortes de moyens sensoriels pour aider l'enfant à arriver dans cette zone optimale d'éveil-là. Mais c'est vrai que la majorité des séances d'ergo sont 60 minutes. Ben oui. Donc, quand ça prend 30, 45 minutes à arriver, il reste moins de temps pour travailler d'autres choses, comme apprendre à utiliser des ciseaux, par exemple, ou écrire, ou tout le reste. T'sais, on a travaillé des habiletés sociales, on a tellement travaillé de trucs. Tu sais, vous avez un champ de compétences, d'expertise hallucinant, tu sais. Moi, je trouvais ça tout le temps dommage parce que j'étais comme, non, on n'a pas le temps pour ça. C'est plate, là. Donc, l'idée que ce volet-là peut être complémenté par une collaboration ergothérapeute, massothérapeute pour enfants à besoins particuliers. Et dans le meilleur des contextes, si cette rencontre-là pourrait avoir lieu la même journée, ça serait wow! Juste avant. Mais sinon, c'est quand même... Là, je te pose plein de questions en même temps, mais sinon, c'est quand même un effet qui, quand c'est régulier, ça se maintient. Donc, probablement que ça aide l'enfant généralement à se moduler plus vite s'il reçoit un massage une fois par semaine. C'est sûr. Ou 2 fois par semaine. Mais comment ça aide à disponibiliser l'enfant finalement? Bien, c'est sûr que ça l'aide beaucoup, mais là, ça prend une connaissance aussi des besoins de l'enfant. Donc, si, par exemple, l'enfant m'arrive, puis clairement, il est en hyper-réactivité ou j'ai beaucoup de difficultés à juste essayer qu'il reste sur le futon. Donc là, c'est sûr que je vais commencer par des pressions profondes un petit peu plus soutenues. Puis rapidement, l'enfant on va le voir, là, il va se déposer. Donc là, après, il va être plus disponible à la séance de massothérapie là, qui va suivre. J'ai travaillé aussi, j'ai d'autres massos aussi qui travaillent beaucoup en clinique multidisciplinaire. Donc, faire un massage à l'enfant, puis après, il s'en va en orthophonie, par exemple. Donc ça, c'est super intéressant. Tu sais, nous, ce qu'on peut faire, c'est vraiment un peu ce que je voulais faire à la base pour mon garçon. Tu sais, c'est vraiment faire un massage à l'enfant, le rendre disponible, puis après qu'il puisse bénéficier de toute l'expertise de l'ergothérapeute puis de tous ses besoins, parce que nous, en massage, on a quand même, tu sais, notre cadre, là, mais on n'a pas toutes ces autres expertise-là, puis que l'enfant aurait à bénéficier, là. Donc ça, c'est sûr qu'au niveau de la disponibilité, c'est super important. Puis il y a des parents qui planifiaient le massage en conséquence de l'activité qui va suivre.
Donc, par exemple, j'avais une jeune qui prenait des cours de karaté. Et là, elle venait se faire masser 1 fois par semaine avant son cours de karaté pour être plus disponible pendant l'heure et demie du karaté. Même chose avec les cours de danse. Même chose, j'avais une jeune fille elle n'était pas autiste, mais elle avait un syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, énormément de tics. Et plus la journée avançait, plus elle avait ses tics. Et il venait me voir parce qu'une fois par semaine, elle aimait ça aller au restaurant. Mais avant, c'était très compliqué d'aller au restaurant parce que ces tics, ça la désorganise et elle voyait le regard des autres, donc c'était compliqué. Donc, il venait me voir avant, puis les tics, vraiment, là, ça, c'est fascinant. J'ai hâte de faire une étude sur ça. J'aimerais tellement ça le faire parce qu'on le voit dès les premières minutes que ça s'apaise. Et là, après, elle pouvait aller au restaurant. Elle pouvait profiter de sa soirée. C'est quand même incroyable. C'est des parents qui pleurent de voir leur enfant pendant le massage être apaisé, pas parce qu'ils retiennent leur tic, parce qu'ils laissent aller. C'est ça la différence aussi. Donc ça, là, c'était formidable. Fait que ce soit avec l'anxiété ou ce soit avec un TDAH ou peu importe, un enfant qui a un massage avant, puis on répond bien à ses besoins, mais après, c'est sûr qu'il est plus disponible à ce qui s'en vient. Période de devoir aussi. Ça, je l'ai fait souvent, déplacer chez des clients. Ils reviennent de l'école, sont surstimulés de leur journée. On fait le massage, des bonnes pressions profondes. Après, période de devoir exceptionnelle. Bien, je pense que tu pourrais continuer comme ça ad vitam aeternam, donc pour tout, de bien se sentir dans son corps, dans ses émotions. Ça prépare. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de suggérer aux parents, justement, si l'enfant est en apprentissage de différentes habiletés motrices, je reviens des objectifs typiques d'ergothérapie, donc des activités pour améliorer l'écriture, par exemple, de leur dire, profitez-en après le massage pour faire des activités comme celle-là, dans le fond? Mais oui, ça pourrait être facilement ça. Là. Personnellement, moi, j'ai pas eu à le faire. Là, j'arrive pas à me souvenir, mais ça pourrait être facilement fait. Tu sais, on pourrait justement, après, je sais pas moi, ou avant une séance intensive là, de motricité fine, par exemple, avec l'enfant, parce que j'imagine que comme ergo, moi, j'ai pas eu cet enjeu-là avec mes enfants, mais tu sais, ça reste que ça demande énormément d'énergie à l'enfant pour essayer de tenir son crayon et tout ça. Donc, ça pourrait être fait avant ou même peut-être après, tu sais, pour soulager un peu la musculature et tout ça. Donc, fait que oui, ça, on pourrait travailler. Moi, j'ai travaillé par le passé en collaboration avec des ergothérapeutes là, pour différents besoins. Là. Donc, mais c'est toujours, je dis toujours aux étudiants que je forme que trouvez-vous une bonne référence, un bon ergothérapeute, là, tu sais, qui va vraiment vous soutenir, que vous allez pouvoir vous référer aussi des clients. Tu sais, c'est tellement des... Ben, j'aurais voulu être ergo, OK, je l'avoue. J'aurais voulu, pour vrai, certainement. Depuis que mon enfant a commencé les services en ergothérapie, j'ai tombé en amour avec ce métier-là. Mais bon, c'était peut-être pas accessible pour moi à ce moment-là. Là. Mais j'ai toujours, mes étudiants me disent toujours, moi, toi, quand tu parles des ergos, ben oui, mais c'est comme ça, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai comme, c'est ça, voilà. C'est cute. Tout ceci dit, je posais surtout la question pour les parents qui nous écoutent puis qui sont pas en ergo et qui ont quand même des objectifs moteurs informels pour leur enfant. Donc, juste apprendre à s'habiller, manipuler les vêtements, retourner un vêtement qui est à l'envers, brosser les dents, des choses comme ça. Donc, si le massage est fait avant, c'est un bon moment pour, fonctionner, tout ce qui vient après, mais pour... essayer de parfaire un enseignement. Donc, si on veut prendre le temps de remontrer à l'enfant comment tourner son chandail, par exemple, ben, c'est un bon moment, selon moi, ergo, de le faire suivant la séance. Parce que le corps de l'enfant va être plus disponible. Son esprit aussi, possiblement, parce que justement, ses émotions, son attention, tout ça va avoir été modulé par le massage. Oui, exact. On avait-tu fait le tour des bénéfices? On prend plusieurs tangentes, tout est intéressant. Ben, c'est sûr au niveau de l'anxiété. L'anxiété, parce que, tu sais, la massothérapie, à la base, tu sais, au niveau des hormones qui sont sécrétées, tout ça, c'est sûr que ça l'amène à un apaisement, ça l'amène à une diminution, stress, anxiété. En fait, plus l'enfant vient nous voir régulièrement, comme moi, c'est sûr, idéalement, ce serait à toutes les semaines, plus va s'installer l'effet d'être en amont
Par exemple, on est toujours en réaction à un problème. On va voir un spécialiste parce qu'il y a quelque chose. Mais quand on est en prévention, c'est là que c'est intéressant. Donc là, moi, j'avais beaucoup des jeunes que la rentrée scolaire, c'était hyper anxiogène. Donc, on installe vraiment une routine de suivi plusieurs semaines avant la rentrée scolaire. Et là, je les vois toutes les semaines. Et même quand 2 semaines avant la rentrée scolaire, là, je les vois 2 fois par semaine. Quand la rentrée scolaire est là, 2 fois après. Donc, c'est comme si on venait abaisser le niveau, d'anxiété à un niveau qui est comme fonctionnel, là, que l'enfant a moins d'impact. Puis là, quand il arrive des événements anxiogènes, bien, il y a moins de pics d'anxiété. Puis, tu sais, moi, des clients, j'en ai suivi, là, comme là, j'ai ma cliente que j'ai depuis 7 ans. Je la vois presque à chaque semaine. Puis elle, c'est ça qui est installé. C'est vraiment une espèce d'effet de je sais pas comment le nommer, mais quand il arrive des choses, c'est toujours plus... tempéré. Oui, c'est moins intense. C'est moins intense. Puis j'en ai beaucoup comme ça, que c'était ça qui s'était installé avec eux. Donc, quand il arrive des événements vraiment difficiles, bien, ça reste comme gérable, si on veut, là. Donc, effectivement, c'est sûr que l'anxiété, ça l'aide vraiment beaucoup. Les problèmes de sommeil aussi. Fait que, on peut planifier le massage en fin de soirée. Et moi, je disais aux jeunes, venez en pyjama, là, c'est bon. Fait que le parent, là, vraiment, là, dans le sens que la routine est faite, le bain est pris, les dents sont brossées, tout est fait. Il vient me voir ou moi, je me déplace à domicile, je fais le massage, puis après, dodo. Ça, c'est super intéressant aussi, là. Oui, puis plus l'enfant dort bien, plus il va être modulé en général et en contrôle. Ben oui. De son corps. Oui. Puis l'aspect prévention, je trouve ça intéressant pour le moteur aussi, parce que c'est un peu comme quand on a faim, si on attend d'être affamé avant de manger, on va moins bien digérer, tout ça. Donc, si régulièrement on nourrit le système sensoriel de proprioception, puis de tactile profond, il n'arrive jamais dans cet état de manque-là où il n'y en a pas assez pour bien bouger. Oui, fait que c'est vraiment un suivi qui est régulier. C'est pas un massage, j'ai mal au dos, je vais me faire masser. C'est ça. Avec la technique MEBP, on est vraiment dans des suivis plus réguliers. C'est sûr qu'on s'adapte avec les besoins, que ce soit financiers ou autres, là, mais quand même, c'est ça qu'on préconise, c'est sûr. Là. OK. Puis les effets, on les voit... Tantôt, tu as nommé pour l'exemple de l'enfant avec un Gilles de la Tourette, comme quelques minutes après, mais... D'une manière générale, est-ce qu'on peut voir les impacts sur tout ce qu'on a nommé tout de suite après la session? Puis est-ce que les impacts se cumulent entre eux? Et c'est ça dans le temps? Ou, c'est tellement variable. Ça varie. C'est tellement variable. Je ne peux jamais faire de prédiction parce que pour un jeune, parfois, ça dépend des défis aussi, là. C'est sûr que, un jeune qui a un autisme niveau 3, au niveau du soutien, qui est non-verbal, c'est sûr, ça va être plus long développer la relation. Parce qu'à la base, il y a ça aussi. Il faut développer la relation de confiance avec l'enfant, puis plus vite on installe ça, plus vite on voit les bienfaits s'installer. Fait que c'est ça, si je vois un enfant 1 fois par mois, ça risque d'être toujours à recommencer, surtout s'il est autiste puis il a besoin de prévisibilité, tout ça. Puis parfois, il y a des enfants qu'on le voit tout de suite dans le massage. Il y a quelque chose qui se passe puis il a accès à la détente. Puis là, son parent, soit qu'il pleure ou soit qu'il ne comprend pas ce qui se passe puis il est complètement surpris que son enfant reste pendant 30 minutes sur un futon à pas bouger ou presque. Puis il y en a d'autres que ça peut prendre plusieurs semaines parce qu'il y a d'autres enjeux, puis c'est plus... mais ça finit toujours par avoir un bénéfice. Mais parfois, il faut être patient, puis c'est pas... Il n'y a pas de recette miracle. Là. Moi, c'est ça que je nomme tout le temps là, aux massothérapeutes. Il ne faut jamais faire miroiter là, l'espèce d'effet c'est ça, il faut faire attention quand même. Oui, c'est une expérience, c'est pas un médicament qu'on donne à l'enfant. Non, puis jamais on est là-dedans. Là, jamais on va remplacer une médication, ça n'a aucun sens. Là. Non. C'est ça. C'est vraiment d'y aller. Puis parfois, c'est ça. Parfois, ça peut prendre plus que 1 ou 2 ou 3 massages, mais il y a quand même toujours des petites choses qu'on voit, un enfant qui s'ouvre un peu plus, le contact visuel peut-être un peu plus, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, là.
c'est ça. Le moment est précieux, oui, même si l'effet dure pas nécessairement dans le temps au début. Oui. Puis des fois, on a ce qu'on appelle un effet rebond. Okay. C'est souvent avec la première fois qu'on voit l'enfant. Tu sais, un enfant qui arrive, typiquement, là, j'aime pas donner des diagnostics comme ça, mais un enfant qui a un TDAH, mais avec un gros H, là, okay. qui a beaucoup de difficultés à revenir dans un niveau un peu plus de détente, là, on va dire comme ça, ou un enfant qui est anxieux, qui est toujours en hypervigilance. Donc, on le reçoit pour la première fois, puis pendant le massage, c'est possible qu'on ne voit aucun signe de détente. Okay. L'enfant toujours en hypervigilance, toujours comme sur la défensive, il arrive vraiment pas à rien, là, tu sais, il reste là, complètement là, en action tout le temps ou en hypervigilance, là, je vais le redire. Quand le timer il a terminé, l'enfant se lève, il est vraiment là, wow! Donc là, c'est possible qu'il y ait un effet rebond. Et là, ça, il faut l'expliquer aux parents. Okay. Parce qu'un effet rebond, ça va venir... C'est pas l'attente qu'on a comme parent après un massage pour son enfant. Okay? Donc là, l'enfant va être plus désorganisé, va être plus excité, va être plus fébrile. C'est comme si son système était en défense par rapport à ce qu'il a ressenti, parce que même si les effets sont là quand même sur son corps, mais c'est comme s'il avait repoussé ça. Mais souvent, le commentaire des parents, c'est la soirée même, ça a été difficile, mais il a super bien dormi. Puis le lendemain, il a fait sa routine, il était comme plus disponible, plus... fait que ça aussi, tu sais, c'est quelque chose qu'on doit comme juste nommer aux parents. C'est important là, de nommer ça parce que ça peut arriver. Tu sais, un jeune qui est tout le temps, là, en mouvement. Puis c'est comme, on dirait qu'il faut qu'il réapprenne. Comme si on réapprend un peu à revenir dans son corps, là. Mais ça doit être quand même un défi pour... le massothérapeute, pendant la session, faut être en forme, j'imagine, si l'enfant bouge et faut bouger autour, oui, parfois, on peut courir après l'enfant dans le local. Il y a toutes sortes de choses, là. Quand je fais la formation, c'est sûr que j'essaie vraiment de tout leur nommer, ce qui peut se passer, là. Il y a des massages que je touchais à peine l'enfant. C'était que de la poursuite, là, presque. On force pas. Et il faut quand même réintéresser l'enfant à revenir au moment présent avec nous. Fait que soit avec des outils sensoriels, des trucs un peu plus ludiques. Parfois, il y a des enfants qui refusent complètement. C'est pas tant qu'ils vont refuser le toucher, c'est que là, tout ça, ça fait pas de sens. Puis ils vont comme un peu plus s'isoler. Puis là, je vais demander aux parents, est-ce que ça vous intéresse de recevoir le massage? Okay. Puis là, le parent vient. Puis là, c'est tellement mignon. Il y a l'enfant qui a les bras croisés comme ça, là. Puis là, il est de dos à nous. Puis là, plus le temps avance, plus il se retourne. Puis là, moi, j'essaie juste de faire des petits contacts avec l'enfant. Puis parfois, je lui demande de venir, il va pouvoir m'aider. Puis là, souvent, on finit les deux, moi puis l'enfant, à faire le massage aux parents. Puis ils reviennent la semaine d'après, puis c'est complètement le contraire. Okay. L'enfant s'installe, il va se coucher sur le futon, puis, tu sais, des fois, il y a ça aussi, il faut comme... faut prendre ce que l'enfant nous donne comme disponibilité. Tu sais, on n'est pas là pour essayer de forcer personne, mais en faisant ça, comme comprenant aussi qu'est-ce qu'il peut ressentir, mais ça change tout, là. Est-ce que ça arrive que l'enfant va dire « je voudrais que ce soit mon parent qui le fasse plutôt » ? Mais ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais entendu non plus. Mais ça serait correct si un enfant dirait ça. Ouais. Ben oui, tu sais, dans le fond, c'est pas un genre de refus, mais c'est plus, il est peut-être pas prêt à ce que moi je lui touche directement. Là, parfois, on peut proposer des intermédiaires. Tu sais, j'ai des gants tactiles, sensoriels. Et parfois, même s'il y a les vêtements, c'est comme si c'est trop direct, mon contact avec son vêtement, sa peau. Donc là, de prendre un intermédiaire, puis parfois, là, c'est juste une couverture mince. C'est comme une barrière un peu psychologique, là, mais avec des gants tactiles ou avec une couverture repliée en plusieurs épaisseurs, ça fait souvent le travail. Passer avec une balle, ben écoute, ça va, je peux essayer avec une balle.
Puis là, ça peut fonctionner, mais sinon, après, on fait interagir le parent, puis ils sont très heureux là, de collaborer. Mais ça en revient à établir la relation, parce que un massage est très affectif au-delà d'être sensoriel. Fait que si on attend le bon moment, à ce moment-là, l'enfant risque d'être réceptif quand on lui offre. Oui, puis il y a des belles choses qui peuvent se passer pendant le massage aussi. Quand on arrive au ventre, il y a déjà eu des confidences assez intenses. Même si le parent est là, des choses que le parent n'avait jamais entendues. Il s'installe vraiment une espèce de communication, là. C'est vraiment bien. Oui, c'est précieux. Oui. Fait que les massages peuvent varier en longueur, hein? C'est selon l'enfant? Selon l'enfant, c'est sûr que c'est toujours un 30 minutes. OK. Mais là, le premier massage, c'est toujours 30 minutes. Mais là, si on voit qu'on a un plus jeune enfant, c'est disons là, 5 ans et moins ou 4 ans et moins, je dirais 20 minutes, c'est suffisant parfois. Les plus grands, c'est eux qui vont le demander. Okay. Souvent, ils vont comme chialer, là. « Ah, mais là, c'est pas assez long. » Puis, bon, regarde ça avec ton parent. Tu sais, c'est quand même la décision, là. Puis, on regardera, mais on peut faire 45, on peut faire 1 heure sans problème avec les plus vieux, évidemment. Est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites par rapport soit à ta technique directement ou à l'effet des pressions profondes pour les enfants autistes? Oui, bien, il y a une étude exploratoire là, vraiment dédiée à la technique MEBP qui a été faite dans les dernières années avec Nathalie Poirier là, de l'UQAM. Donc, les résultats étaient intéressants, mais c'est vraiment une étude exploratoire parce qu'on n'avait pas beaucoup d'enfants, on n'avait pas un gros budget non plus. Fait que finalement, on a fini avec moins d'enfants, puis c'était plus au niveau de l'attention. Okay. Fait qu'on a vu vraiment des différences au niveau de l'attention. Plus il y avait de séances de massage, plus l'attention à la tâche était plus grande. Okay. Donc, l'enfant devait faire une petite tâche rapide là, avant le massage puis après le massage. Donc, c'est là qu'on a vu un impact là, au fur et à mesure des semaines. Fait que ça, c'est intéressant, mais moi, je suis toujours à la recherche de chercheurs qui voudraient vraiment comme aller un petit peu plus poussé là, au niveau de l'anxiété ou de la motricité, ou bon, peu importe, là, parce que, nous, sur le terrain, on voit tellement d'impact, mais c'est sûr que, même moi, comme maman ou comme professionnelle, quand il n'y a pas d'études, je suis toujours un petit peu comme « Ah », mais c'est ça serait vraiment excellent. Donc, je pense avoir saisi qu'il faut être massothérapeute pour se former en massage en besoins particuliers. Donc, il faut avoir ce training-là de base. Ensuite, on peut aller chercher cette formation spécifique-là. C'est ça, c'est une formation continue. OK. Alors, pour les professionnels, dans le fond, qui trouvent que c'est intéressant, notamment les ergothérapeutes, c'est intéressant de collaborer. Je mettrai en référence ton site où on peut trouver les massothérapeutes certifiés. Sinon, faire des massages en général, ça peut quand même être intéressant pour aider les enfants à tous les niveaux. Ben oui. Quand même. Comme n'importe quel humain. Ça peut faire du bien pour plein de choses aussi. Là. Il y a les effets du massage sont prouvés, là, ça, il n'y a pas de souci. Là. Mais c'est sûr que s'improviser, par exemple, massothérapeute pour enfants à besoins particuliers, sans formation, non. Il y a trop d'aspects. Tu sais, la théorie dans ma formation, j'ai une formation de 80 heures. Oui, c'est ça. C'est presque la moitié sur la théorie. Fait que c'est important de savoir comment communiquer, comment réagir, c'est quoi les principales caractéristiques. Comprendre le quotidien des familles aussi. Quand on reçoit un enfant autiste, par exemple, il y a tout ce qui va autour. On voit aussi les intervenants, les principaux intervenants aussi, qu'est-ce qu'ils font, comment on peut les approcher, puis tout ça. C'est important. Donc, je vais reformuler, dans le fond, ce que j'ai dit précédemment, où les massages sont intéressants pour les enfants, pour la motricité, d'une manière générale, et on peut explorer avec eux ce que ça donne, mais on mettrait une bémol quand même si on travaille avec un enfant autiste et qu'on n'est pas formé en autisme et sur les troubles neurosensoriels, de faire attention à ne pas explorer sans trop être formé avec cette clientèle-là. Oui, exactement. Il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux, puis l'enfant peut apprendre qu'être touché,
pas sécuritaire, puis on peut avoir des impacts là, qui peuvent rester avec lui. Oui, c'est clair. Il faut faire attention. Exact. Bien, à part ton site, Mélissa, est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu souhaiterais conseiller, qu'on pourrait mettre en complément à l'épisode? Bien, c'est sûr que la Fédération québécoise de l'autisme, là, c'est vraiment une ressource incroyable. Il y a le site web de l'accompagnateur aussi. Okay. Donc, puis sinon, je pense que c'est vraiment les principales. Là, c'est sûr qu'il y a des ressources au niveau sensoriel. Tu sais, moi, je donne souvent tes livres comme référence parce que c'est vraiment intéressant. Il y a Sonia Côté aussi. Oui. Une autre ergothérapeute. Donc, 2 livres. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est des ressources vraiment géniales. Bien, parfait. Je vais mettre tout ça en lien pour aller consulter. Et bien, merci pour cette discussion ressourçante et tellement alignée sur, la science, 2, la perspective de l'ergothérapie, et 3, tout l'art de la massothérapie, puis de ce que tu as créé. Fait que, alors, merci. Bye! Merci.